vais appeler, s'il est toujours dans la salle, eh bien Reynald Sécher, le grand historien. Je vous rappelle que Reynald Sécher est docteur d'État en histoire. Il a soutenu sa thèse de troisième cycle à l'université de Paris-Sorbonne en 1983. Il a soutenu sa thèse d'État en 1985. Tu peux aller te mettre derrière, la tribune, enfin derrière la table, que ton œuvre a été, on va pas faire semblant de ce que vous voyez, ton œuvre a été honorée par différents prix littéraires, mais aussi historiques de l'Académie française. Disons que il est clair que aujourd'hui l'œuvre de Reynald est bien plus connue à l'étranger grâce à ses traductions dans de très nombreuses langues, en anglais, en allemand, en roumain, en italien, en chinois. Mais il est important aussi, je dirais, de savoir que sa thèse d'État est un best-seller. Depuis sa soutenance en 1985 et sa publication aux Presses universitaires de France en 1986, c'est une thèse qui s'est vendue, avec les traductions à l'étranger, à plus de 250 000 exemplaires. Et je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger dans la mesure où eh bien, cela montre que l'omerta qui porte sur ces travaux eh bien, est une omerta qui eh bien, va bientôt, enfin, qui est en fait bousculée dans la réalité de l'opinion publique, même si le monde académique continue d'une certaine manière à eh bien, faire semblant de croire que rien n'a bougé. Alors, en complément de ce que viennent de nous dire Hervé Louboutin et Dominique Souchet, j'aurai 2 voire 3 questions à te poser, et ce qui va permettre, je le pense et je l'espère, véritablement de compléter notre connaissance de la chose. Bon, tu es évidemment connu pour avoir analysé la nature politique et juridique de la répression qui s'est abattue sur la Vendée. Si les gens veulent se renseigner sur cette question, ils achètent ta thèse, ils achètent le livre sur le mémoricide, terme que tu as inventé en 1993 dans un ouvrage sur l'histoire et la mémoire de la Vendée, publié chez Valbonde et co-dirigé par Jean Tullard. Donc tout cela, j'allais dire, les gens qui sont ici, ils le connaissent déjà. Ce que je voudrais, ce sur quoi je voudrais t'interroger dans le thème qui est, je dirais, aujourd'hui le nôtre, c'est d'abord, est-ce qu'il y a, depuis tes travaux sur le génocide et le mémoricide, est-ce que tu as continué à travailler, je le sais, donc je connais déjà la réponse, mais vers quoi as-tu continué à travailler? Vers quoi as-tu cherché, je dirais, à approfondir ta connaissance de la Révolution française? Et en particulier, est-ce que, dans le fond, est-ce qu'il y a différentes étapes dans la Révolution française? Et si oui, est-ce qu'elles sont de nature différente ou est-ce que, en fait, elles traduisent un même comment dire, processus politique? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse et est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu peux nous apporter des connaissances? Bonjour à tous. Alors, après avoir essayé de comprendre la Vendée, et d'ailleurs ce qui me surprend, ce qui m'a toujours surpris, c'est que, en fait, tout ce que j'ai écrit était connu. Si vous lisez un livre comme celui de Crétineau-Joly, il a tout dit, sauf qu'il n'a pas compris. C'est-à-dire, si vous lisez les 6 volumes de Crétineau-Joly, c'est une narration qui est parfaite. Et à l'intérieur, il met toute la documentation relative à l'affaire de la Vendée, y compris les lois. Y compris les lois. Mais il n'a pas compris la mécanique qui allait du haut en bas, pour des raisons dont on va parler tout de suite. Ça, c'est incroyable. Et deuxième source d'interrogation, c'est le comportement de Louis XVIII, de Charles X et de Louis-Philippe par rapport à la Vendée.
j'ai essayé de comprendre pourquoi ces gens qui sont relativement informés, remarquablement intelligents, ne comprennent pas la Vendée. Eh bien, ils ne comprennent pas la Vendée parce que la Vendée, c'est de l'ordre de l'impensable, c'est de l'ordre de l'indicible. C'est la même chose que nous avons lorsque Davis, lorsqu'il constate les crimes commis par les Turcs vis-à-vis des Arméniens, il le constate, il le dit, il le raconte, mais il est incapable de le qualifier. C'est la même chose qui se passe à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Moi, j'entends et je regarde ce qui est écrit sur Richard Churchill, De Gaulle, Roosevelt, Pitouz, etc. On leur dit, mais ils sont négationnistes, etc. Non, parce qu'on est dans le domaine de l'impensable. On ne peut pas imaginer que des hommes vont tuer d'autres hommes uniquement parce qu'ils sont. C'est quelque chose qui est absolument impensable. Et d'ailleurs, c'est toujours le cas aujourd'hui. On est dans le domaine de l'impensable et de l'indicible. Et c'est pour ça que le travail qu'ont fait Hannah Arendt et Lemkin sont fondamentaux. Parce que, pour la première fois avec Lemkin, 1943, tardif, pas pour dénoncer d'ailleurs les crimes commis par Adolf Hitler, mais ceux commis par Lénine et Staline. C'est ça qu'il dénonce. Et après, par ricochet, ceux d'Hitler. Il met un mot. Et à partir de ce mot, on rend lisibles les choses. Et c'est pour ça que le verbe est important. Tu parlais du mémoricide. Tout le monde a constaté l'inversion de la mémoire. Mais on est dans le domaine encore de l'impensable parce qu'on ne peut pas imaginer qu'il y ait une mécanique qui fait que ceux-là même qui commettent le crime mettent, et en tout cas pour la Vendée, dans l'acte génocidaire, l'acte d'inversion pour faire que les bourreaux deviennent des victimes et des victimes des bourreaux. Et là, il n'y a pas de mot. Et en fait, lorsque tu parlais de la création du mot mémoricide, c'est parce que je constate la mécanique, je me pose la même question que Davis, mais que beaucoup d'autres, entre 1915 et 1945, quel mot? Je n'en trouve pas. Et c'est pour ça que j'invente le terme de mémoricide que je définis. La deuxième chose que je tiens à dire, c'est que il est un peu malhonnête parce qu'il ne dit pas que nous sommes en train de travailler sur ce sujet. C'est-à-dire qu'elle a la véritable nature de la Révolution française. Et entre le fait qu'on en ait parlé, et aujourd'hui, il s'est passé quelque chose d'important que je vais t'apprendre, c'est que je suis en train de finaliser la bande dessinée de l'histoire de France de 1789 à 1814. Quand on fait de la bande dessinée, on est obligé de synthétiser. Et la synthèse, ça m'a éclairé. Et en fait, je vais reprendre ce que dit Hannah Arendt. Il y a deux temps dans l'acte révolutionnaire au sens français du terme, au sens marxiste du terme. Il y a le fracas et l'imposition. Et en fait, lorsque je monte sur la table de l'histoire et que j'analyse la Révolution française, je constate bien ces deux temps. Sauf que le premier temps s'inscrit dans la queue, dans la conclusion de l'histoire longue. Je m'explique. En fait, la société européenne, la civilisation européenne, a été conçue, l'organisation, par Charlemagne avec la division des trois ordres. Et le deuxième critère, c'est le message du Christ. On passe d'une société communautaire juive, le nous, au je. Le Christ est un incroyable révolutionnaire. Je suis tué,
Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on va se confesser, parce qu'on est responsable des propres fautes qu'on a commises. Vous voyez? Le Christ, c'est un truc de fou. Et je comprends qu'il a été exécuté, parce qu'il remet en question l'ordre, la reproduction de la société juive. Et ça, c'est parfaitement intégré. D'où le fait que le roi de France soit le père de la nation, là où on est né, le père de la patrie, où chaque individu a sa place. En fait, Louis XVI a parfaitement compris qu'il se passait quelque chose d'incroyable, qu'il ne sème pas, qu'il ne définit pas, parce qu'on est toujours dans le domaine de l'indicible. Et il faut lire les lettres qu'il écrit à son beau-frère. Passionnant. En fait, il voit bien que ce qui est en train de se passer, eh bien, est irréversible. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe deux choses avec cette idée de créer un monde nouveau. En fait, il faut d'abord déconstruire la société. Et cette déconstruction se fait à deux niveaux. Au niveau psychologique, intellectuel, spirituel, mais aussi au niveau matériel. Et l'un est imbriqué dans l'autre, et l'autre est imbriqué dans l'un. Et c'est bien pour ça que on touche l'organisation sociale, la hiérarchie, et c'est pour ça que l'affaire du 14 juillet, elle est fondamentale. Parce que lorsque on touche à l'honnête, tous les cadres intermédiaires sont terrorisés et tous se démettent de leurs fonctions. Tant et si bien que le roi est en contact direct avec la population, d'où la mécanique, après que l'on connaît de Versailles. D'où le fait qu'il faut absolument casser la structure de reproduction qui est l'Église. On connaît la mécanique. Puis après, on va aller un peu plus loin. Mais en fait, on ne sait pas comment faire. On y va à tâtons. Et puis, on va se rendre compte qu'il y a trois types de comportements. C'est toujours le cas, d'ailleurs. Premièrement, ceux qui adhèrent, les révolutionnaires. Allez, on va y aller. On va créer l'homme nouveau, l'homme déraciné, l'homme coupé, etc. Minoritaire, extrêmement minoritaire. Deuxième catégorie d'individus, les indécis, le marais. Ce qu'il faut, coûte que coûte, au nom de la Révolution, faire pencher du côté des révolutionnaires. Et puis il y a le troisième groupe, les irréductibles. Et là, on arrive en 1792. Alors, je vais reprendre une phraséologie de Karl Marx. On va essayer d'accélérer l'histoire. D'où la déclaration de la guerre par la France aux pays circonvoisins. Parce qu'on espère, et c'est unanime, que le choc des armes va cristalliser la révolution. Or, ça ne va pas se passer. Et donc, les révolutionnaires, et ça va être la terreur, par la violence, par le terrorisme, eh bien, ils vont essayer de faire pencher le deuxième groupe vers le premier groupe, et après prendre les moyens adéquats pour exterminer l'autre groupe, non pas pour ce qu'il a fait, ça c'est fondamental, mais pour ce qu'il est. Or, tout se passe en quelques mois. Quelques mois. Et c'est ça, justement, la spécificité de la Révolution française. Et donc, il y a bien ces deux moments définis par Hannah Arendt. Un, le déracinement. Deux, le fracas. La Révolution française s'inscrit bien dans cette logique. Est-ce que donc, d'une certaine manière, au-delà même de la question, ou indépendamment même de la question du populicide ou du génocide en Vendée, sachant qu'évidemment, des Vendées, il y en a eu un peu partout en France, elles sont moins connues parce qu'il n'y a pas sans doute eu la même organisation de résistance, mais on sait très bien que Joseph Fouché, le futur ministre de l'Intérieur
de Bonaparte et de Napoléon Ier, avec Collot d'Herbois, font la même chose à Lyon que ce que Carrier faisait, à Nantes. Donc, des Vendées, il y en a eu partout en France. Mais au-delà même de la question de l'élimination physique de ceux qui, eh bien, sont considérés comme des obstacles au sens de l'histoire, est-ce que donc on peut considérer que la Révolution française, qui a inspiré et qui a été revendiquée comme eh bien, un antécédent par la Révolution bolchevique, est-ce que la Révolution française peut ou non rentrer dans la catégorie d'une matrice du totalitarisme? Est-ce qu'on peut dire qu'elle est proto-totalitaire, voire est-ce qu'on peut dire qu'elle est totalitaire en elle-même? Est-ce que, d'après toi, c'est faisable, étant entendu que donc il y a bien la désolation, hein, ou comme tu le dis, effectivement le déracinement, puis ensuite l'idéologie de substitution, quitte à éliminer ceux qui refusent cette idéologie de substitution. C'est ce que Hannah Arendt avait effectivement, comme tu l'as dit, établi comme étant finalement le mécanisme central du totalitarisme, bien plus que la question du parti qui s'empare de l'État, ce qui peut être des manifestations parmi d'autres qui sont effectivement intéressantes, mais qui ne sont dans le fond que des moyens. Le ressort du totalitarisme, c'est ce qu'Hannah Arendt a montré être la désolation, puis l'idéologie de substitution et l'élimination du coup physique de ceux qui ne veulent pas rentrer dans cette idéologie. Autrement dit, est-ce que donc tu conclus pour l'instant, pour l'heure, étant donné que tu es un chercheur, eh bien, la science, c'est toujours quelque chose qui se construit, qui se recherche, c'est un tâtonnement, c'est une analyse qui doit être peaufinée au fur et à mesure, mais est-ce qu'aujourd'hui, dans l'état de tes recherches, qui vont donc s'ajouter à celles de tes travaux sur le génocide vendéen, est-ce que tu peux dire et annoncer à nos amis qui sont ici présents qu'on peut dire que la Révolution française est en elle-même totalitaire? Alors, une remarque d'abord. Je suis en train de faire un film sur Lyon, sur la terreur. Lyon qui a été exterminé par un brito-vendéen natif du Pèlerin. Couché. La mécanique que l'on retrouve à Lyon, mais qu'on retrouve un peu partout, est exactement la même que celle qui a eu lieu en Vendée. Ça va être l'objet de notre travail dans ce livre. En fait, il n'y a pas un génocide en 1793-94, il y a des génocides sous des formes variées et diverses. Et d'ailleurs, lorsqu'on décide d'éliminer, de rayer de la carte de France une ville comme Lyon, on appelle ça comment? Un cité-cide. Et le droit par rapport au génocide évolue très rapidement en ce moment. Et même à l'heure actuelle, les juristes internationaux considèrent que lorsqu'on élimine une cité parce qu'elle est, c'est un crime de génocide. Et donc, le droit international nous permet, avec le rétroviseur, je rappelle toujours que le crime de génocide est imprescriptible, donc rétroactif, nous permet donc par le rétroviseur d'analyser différemment les événements qui se sont passés en 1793, 1794, en France, mais aussi à l'étranger. Moi qui fais le tour de l'Europe de manière régulière, comme tu le disais tout à l'heure, parce que mes livres sont traduits notamment derrière le rideau de fer, ça c'est très important. Quand je suis invité à Siguet et que l'association, la fondation de Siguet traduit mon livre du génocide et mémoricide, elle le fait en conscience, en disant ça nous permet, de comprendre ce qui nous est arrivé, grâce à votre livre, mais en même temps, d'essayer de comprendre la faiblesse de la transmission de la mémoire. Et je vous conseille d'aller visiter les musées consacrés aux actes commis par les nazis et par les communistes derrière le rideau de fer. Ils sont remarquables. Parce que tous, sans exception, travaillent autour de la mémoire. D'où le fait qu'ils m'appellent en disant « Vous avez fait un travail, vous êtes en avance par rapport à nous, aidez-nous ». Et la Vendée, en l'occurrence, a fait un extraordinaire travail sur la mémoire en invitant Solzhenitsyn, en créant l'historial, etc. Ça, c'est fondamental. Entretenir, faire en sorte
que non seulement on n'oublie pas, il faut faire attention au verbe. Je prends un exemple. Lorsqu'on parle du pardon de Bonchamp à Saint-Florent, c'est un acte mémoricidaire. Parce qu'il n'y a jamais eu de pardon. Il y a eu grâce. Et ça change tout. Et c'est fondamental. Parce que ça remet en question l'idéologie révolutionnaire qui dit il ne faut pas grâcer les Vendéens, parce qu'on en fera des terroristes, et ça sera le sec infernal. Et justement, Bonchamp, il ne veut pas entrer dans cette logique terroriste. Et c'est bien pour ça qu'il gracie, il n'y a pas l'ombre d'un pardon. Absolument pas. Donc il faut faire très attention aux mots que nous utilisons. Et donc, une fois qu'on a dit ça, est-ce que la Révolution française est la matrice? Oui, au niveau du concept, indiscutablement. C'est la première fois dans notre monde contemporain qu'un peuple souverain, en conscience partagée, décide d'exterminer et d'anéantir une partie de lui-même, non pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est. Et il n'y a pas que la Vendée. Je répète, on peut citer un certain nombre de villes, mais on peut aller même beaucoup plus loin. Il y a des cités qui ont été entièrement rasées. Rasées. Personne n'en parle. Il y a des populations qui ont été déportées. Et là aussi, je suis toujours surpris lorsque je lis les grands historiens du 19e siècle. Je ne parle pas de Michelet, je parle de Taine. Il faut lire son histoire, sa révolution. Taine dit tout. Et Taine a compris, mais il n'a pas le verbe, Taine. Il ne peut pas aller jusqu'au bout. Parce que malheureusement, Lemkin n'est pas passé. Il faut lire Taine. Il faut monter sur la table d'histoire. Taine est le plus grand historien sur la Révolution française. Donc, matrice au niveau du concept, mais aussi matrice au niveau des moyens. Il ne faut pas oublier deux choses. Un, que Lénine n'est pas un imbécile, c'est un lettré. Et que Lénine est parfaitement informé de ce qui s'est passé en Vendée. C'est ce que j'ai découvert. Il est venu en Vendée. D'où Solzhenitsyn. On ne peut pas comprendre Solzhenitsyn si on n'a pas cette connaissance. Et deuxième chose, je ne parle pas de Karl Marx, etc. La Vendée, tout ça, ils ne connaissent pas. Mais il y en a un autre qui connaît, c'est Babeuf. Et Babeuf a écrit un livre du système de dépopulation. C'est lui qui crée le concept de populicide. Et Babeuf, lorsqu'il écrit ce livre, il a une incroyable approche de la réalité de l'événement qu'il dénonce au nom du droit du peuple. C'est extraordinaire. Sauf qu'à l'intérieur de son ouvrage, il raconte tout. Il raconte comment on fait pour exterminer l'autre. Et il est extrêmement précis dans ce qu'il raconte. Moi, je vous conseille de lire ce livre. C'est le seul journaliste qui ait compris, défini, écrit sur cette question et qui est sorti un livre de fond. Et c'est bien pour ça que je l'ai republié. Ce livre, en France, a été malheureusement interdit et détruit. Et malheureusement, ce livre, il a été oublié. Et à l'intérieur de ce livre, il y avait le mot de populicide. Et je pense que si le droit international avait eu connaissance Davis Lemkin de ce mot, eh bien, ça aurait accéléré sans aucun doute l'historiographie du concept de génocide, parce que le meilleur des mots, qui n'avait même pas été défini, c'est ce mot populicide, qui est un mot extraordinaire. Et je suis ravi qu'un homme comme Philippe de Villiers l'ait réutilisé et l'ait vulgarisé. Donc, matrice
intellectuelle, mais matrice au niveau des moyens. Parce que, en fait, tout ce qui a fait Lénine, puis Staline, c'est ce que les Français ont fait, les révolutionnaires ont fait en Vendée. C'est-à-dire que le gazage des populations qui a été mis en œuvre de manière proto-industrielle par Lénine, eh bien, ce moyen avait été imaginé en France par un député, je rappelle toujours, auquel la ville de Paris rend un hommage solennel en lui ayant donné un nom de rue et en ayant érigé au sein de l'hôtel de ville une statue en son honneur. Et on a comme ça un certain nombre de moyens. Ce qui est intéressant, c'est que tous ces moyens qui, j'avais bien distingué durant l'extermination et l'anéantissement de la Vendée, deux grands périodes. La première période, grosso modo, qui part du 26 juillet, parce que ça ne part pas de la loi, du 1er août, ça part du 26 juillet. Les documents, je les ai retrouvés, je les ai publiés dans mon livre « Du génocide au mémoricide ». Le crime légal, prélégal, est mis en œuvre par le comité de salut public le 26 juillet, qui écrit tout. Et je démontre bien, contrairement à ce que disent les historiens révisionnistes, négationnistes, des gens comme Jean-Clément Martin, on peut le citer. On ne commence pas le 1er août avec la loi, on commence bien le 26 juillet, et d'ailleurs, on conclut la délibération en disant « mettons cette politique immédiatement en œuvre ». Et on la met immédiatement en œuvre. Je rappelle toujours que des gens comme Carrier, Franck Castel, sont des députés qui agissent sur l'ordre du comité de salut public. Lorsque les généraux écrivent le rapport, ce n'est pas à l'Assemblée nationale, à la Convention, c'est bien aux membres du comité de salut public. Donc je démontre bien que le comité de salut public est la tête pensante du système. Donc, première étape, on met la science au service, le progrès, au service de l'assassinat à grande échelle, et on va retenir trois moyens, la mine, qu'on retrouve avec Lénine, etc., le poison, et puis le gazage. C'est parce que ces moyens ont échoué qu'on va mettre en place les moyens artisanaux utilisés à grande échelle et qu'on va retrouver un peu partout. Et d'ailleurs, je rappelle toujours qu'Adolf Hitler, en hommage à la Révolution française, a décapité 24 000 résistants. Et cette mécanique des moyens, on va la retrouver dans tous les systèmes de même nature, que ce soit avec Ho Chi Minh, Pol Pot, Mao, etc. Et d'ailleurs, il y a toujours cette même logique qui est passionnante à étudier. C'est le paiement. Qui doit payer le crime? Et quel que soit le système, ça c'est passionnant, eh bien, on tire systématiquement la conclusion que c'est à la victime de payer sa propre exécution, ce qui donnera la commission de subsistance pour la Vendée, mais ça donnera aussi tous les systèmes qu'on retrouve qui sont similaires, sous Lénine, Staline, Hitler, Pol Pot, etc. Souvenez-vous de l'affaire Tiamen, où les gens étaient horrifiés parce qu'on demandait aux familles de payer 120 francs la balle pour tuer l'insurgé. Ben, ça a été comme ça en Vendée. Donc la Vendée est une double matrice. Bon, ben, écoute, je pense qu'on va pouvoir passer la parole à la salle, sachant qu'il va nous rester encore quelques dizaines de minutes pour pouvoir acheter des livres, les faire dédicacer. Est-ce qu'il y aurait dans la salle des personnes qui souhaiteraient poser des questions? J'insiste sur le fait que ce soit des questions, s'il vous plaît, plus que des commentaires. Allez-y, je vous en prie. Deux choses qui sont deux pendant la même question. En renversant ce que vous dites, le constat que vous faites qu'on a l'impression qu'en fait il y aurait simplement eu un problème en Vendée. Où est-ce que l'on trouve en France un endroit où on ne s'est pas soulevé
pendant la Révolution française? C'est la première question. Parce que souvent, on dit, bah, finalement, il y a un seul endroit, c'est la Vendée. Alors, Guillaume dit Lyon, mais déjà, on ne sait pas. Mais est-ce qu'il y a des endroits où on ne s'est pas soulevé? En dehors du sommet des montagnes et des endroits où on combat. Et l'autre chose, j'aimerais bien que vous reveniez sur un point sur lequel sur l'hésitation, je dis qu'il y a une différence entre la grâce et le pardon chez Bonchamp. Est-ce que ce n'est pas en faisant réciter le Notre Père que Bonchamp, c'est une mauvaise idée, que j'ai un mauvais souvenir, qu'il fait arrêter en fait l'intention de... Et donc, est-ce qu'il faut absolument opposer la grâce et le pardon? Ce ne sont pas deux pendants d'une même volonté, d'autant que, si vous voulez, la grâce, elle n'est pas d'origine divine en ce sens-là, contrairement au pardon, qui lui trouve son origine dans une motivation chrétienne. Monsieur le professeur, vous posez un problème qui est un problème réel. Il y a un discours universitaire qui nous a fait croire, et qui nous fait toujours croire, qu'il y a une opposition entre le monde rural, 96% de la population, et le monde urbain. C'est totalement. C'est une pure création de l'esprit. L'urbain, c'est autant soulevé que le monde rural. Et effectivement, partout en France, on s'est soulevé. Alors vous me direz, mais si partout on s'est soulevé, comment cela se fait-il que les rebelles, entre guillemets, n'aient pas gagné? Ils n'ont pas gagné pour plusieurs raisons, notamment parce qu'il n'y a pas le téléphone. Idiot, il n'y a pas les moyens. Deuxième raison, c'est qu'il y a une addition de mobiles différents. Le soulèvement de la Vendée, tant au niveau du fond que de la chaîne, n'est pas du tout pareil. En Vendée, c'est un soulèvement populaire spontané. La noblesse refusant systématiquement, j'ai aucun exemple d'un noble qui se soit mis à la tête des Vendéens. Ils ont tous été obligés de se mettre. En Bretagne, rive droite. C'est exactement l'inverse. Parce que nous sommes dans une région parlementaire et que c'est le Parlement et les États de Bretagne qui gèrent l'insurrection avec à leur tête la Rouerie. J'ai écrit un livre là-dessus, Le Miroir sans retour. Dans les cités comme Lyon, c'est un mouvement fédéral. Donc, en fait, les Lyonnais sont plutôt favorables à la révolution. Ce qu'ils remettent en question, c'est la méthode, c'est la démocratie, c'est le fonctionnement. À Bordeaux, c'est encore une autre raison. Ça, c'est la nature des différents soulèvements. Pourquoi est-ce que la répression marche? Parce que la répression, elle est une, indivisible et armée. Louis XVI, qui est un homme remarquablement intelligent, pas un homme politique, mais un homme intelligent, a compris deux choses. Un grand homme. Il a une vision gaullienne de la France. Il se dit, la France est une grande nation. Pour qu'elle s'impose sur le continent, il faut la première armée au monde. La mieux armée. Ça donne l'armée de la Révolution. Et deuxièmement, la première flotte au monde est effectivement la première flotte au monde, qui est rivale, il faut lire le Corbusier là-dessus, qui est rivale de la Royal Navy. Et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard si l'Angleterre, dans un premier temps, a financé les révolutionnaires. Moi, je peux vous dire combien on va se faire toucher, etc. Ça a été publié comme ça. Donc, là, c'est clair, on connaît bien la chose. Dans notre livre, on abordera cette question. Tu as vu que j'ai avancé, hein? Et la deuxième question, en fait, il y a deux histoires. Vous avez l'histoire d'Elbert Chevillier, là où il y a des, comment dire, il y a un massacre qui se prépare, etc. Il fait réciter le Notre Père. L'histoire de Bonchamp n'est pas la même. Nous sommes
Dans le droit classique, un militaire qui a massacré doit être exécuté sans jugement. Là, vous avez 5000 militaires qui ont été des salopards. Selon le droit de la guerre classique, il n'y a pas de jugement. Ils doivent être exécutés. Sauf que Bonchamp, il est animé par deux sentiments. C'est un catholique. Il croit en Dieu, et donc au jugement. Il peut être jugé pour ce qu'il a fait, ce qu'il a laissé faire, ce qu'il a suscité. Mais c'est le chef. Et à travers lui, ces hommes, il leur dit non. On gracie, on libère. Et d'ailleurs, la suite est très intéressante. Je ne comprends pas que les historiens n'aient pas vu cela. Lorsque Bonchamp va mourir quelques quarts d'heure plus tard, l'armée va traverser la Loire, il reste ces 5000 salopards à Saint-Florent-le-Vieil. Lorsque les Bleus Westermann arrivent, ils sont estomaqués de les voir là. Le gars, je dirais, qu'est-ce que vous faites là? On a été graciés par Bonchamp. Et tout ça, c'est raconté, hein, aussi bien par les bourreaux que par les victimes. C'est extrêmement précis. Sauf que Westermann, lui, il est dans le premier plan d'extermination, celui du 26 juillet, qui a été consolidé par les 3 lois du 1er août, 1er octobre, et surtout la loi terrible qui va suivre du 7 novembre, mais qui est déjà là. Et lui, il ne sait pas comment faire. Il va prendre son téléphone portable et va appeler le commissaire. Évidemment, il a pris. Ça ne marche pas. Je suis très en colère après pris. Donc, je ne sais pas. Ça ne marche pas. La communication marche mal. 3 jours pour aller, 3 jours pour revenir. 6 jours. Et là, le comité de salut public dit, faites attention. Nous avons décidé en conscience partagée l'extermination de ces gens, parce qu'ils ont fait. Donc, on va vous demander 2 choses. 1, de ne pas dire la vérité, Merlin de Thionville. Les Vendéens n'ont pas le droit d'écrire, cela s'oubliera avec le temps. Merlin de Thionville a eu raison 200 ans. Pendant 200 ans, il a eu raison. Sauf que j'ai découvert qu'il était lâché. Et deuxièmement, on va demander aux témoins, on va demander aux soldats libérés d'exterminer leurs libérateurs et d'exterminer les spectateurs. D'où la création d'un camp de concentration et d'extermination qui est au pied du Mont Glaude, c'est le Marillet. Et tout à l'heure, il est parti, Hervé, qui nous expliquait que lui, lorsqu'il a commencé sa vie professionnelle, il connaissait que Noirmoutier, il ne connaissait pas le continent. Alors moi, c'est très intéressant parce que je suis d'en face, moi. Je suis de Châlons-de-Saint-Gervais. Et nous, on n'allait jamais à Noirmoutier. Parce que le Noirmoutier était l'île bleue pour nous. Et j'ai compris pourquoi. Parce que Noirmoutier est un camp de concentration et d'extermination à ciel ouvert. Et qu'une partie de ma famille a été exterminée, j'ai découvert ça tout près. Et donc, vous voyez, les 2 histoires se complètent. Pour lui, le continent, c'est un monde étrange, c'est pas Noirmoutier. Et pour moi, le Noirmoutier, c'est un monde étrange, qui n'est pas le continent. Et donc, Bonchamp, gracie et libère. Gracie. Le deuxième sentiment de Bonchamp, je répète, mais qui a été écrit lors de la bataille de Fontenay, au mois de mai. Ne tuons pas nos prisonniers. Parce que tuer le prisonnier, c'est un double crime. 1, c'est un militaire, il a fait son devoir. Et 2, c'est un homme. Et les révolutionnaires sont fous furieux en disant on va les acculer à tuer nos soldats. Parce que ça va être la guerre totale. Et c'est pour ça que, contrairement à ce que certains veulent faire croire, il n'y a pas de massacre de soldats, pas les Vendéens, y compris des pires des bourreaux. Cela n'existe pas parce que les Vendéens ont conscience, pour cette double raison, ne veulent pas être ce que les autres veulent qu'ils soient,
pour être ce que les autres veulent qu'ils soient, c'est-à-dire des bourreaux. Et ça, c'est fondamental. Autre question? Non, on va être obligé d'abréger, mais pardon. Bon, on a bien compris, Rénal, excuse-moi. On a bien compris. Je fais juste un petit commentaire, pardon. On a bien compris, effectivement, pourquoi Bonchamp a gracié. Mais ce que Michel te disait, c'est est-ce que pour autant la grâce qui a été accordée, est-ce qu'elle ne signifie pas un pardon de ce qu'ils ont fait? Et la réponse est non, effectivement. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas parler de pardon, mais de grâce de Bonchamp, ne serait-ce que pour une raison très simple, c'est que les Bleus n'ont jamais, jusqu'à présent, demandé pardon. Et c'est pour ça que, personnellement, on va le dire, je ne comprends pas le message qui a été véhiculé par la Vendée. Excuse-moi, la Vendée pardonne. Je ne vois pas ce que la Vendée peut pardonner. Parce que le pardon dans le monde catholique est une réponse à une sollicitation. Que Bourreau n'a jamais sollicité, pardon. Et je rappelle toujours que les plus grands criminels qui ont sévi en Vendée, je pense par exemple au plus grand des plus grands des criminels, qui est non, au-dessus, Carnot. C'est lui qui a en charge l'extermination et l'anéantissement de la Vendée. Et savez-vous où il est enterré? Vous voyez, c'est des questions importantes. Et c'est bien pour ça que la République française n'a jamais demandé pardon à la Vendée. Et pire, elle rend hommage au son plus grand bureau. Il est enterré où ça? Au Panthéon. Au Panthéon. Le plus grand criminel de l'humanité, de la Révolution française, il est. Merci infiniment, Reynald, et merci à tous d'avoir assisté à cette conférence. Je vous invite que naturellement, vous pouvez encore continuer à s'écrire. Dépêchez-vous tout de même, ne soyez pas trop long, demandez des dédicaces, et je penserais qu'il y a des auteurs qui n'étaient pas là en début d'après-midi, qui sont là désormais. En particulier, je pense que Madame Colline Dupuis est arrivée, et donc vous pouvez lui demander des dédicaces de ces bandes dessinées pour vos enfants pour Noël. N'hésitez pas, à très bientôt. Dernière chose, si je peux me permettre, on remercie les organisateurs. Oui.